j'ouvre le courrier. Bah, si, c'est le bon moment pour ouvrir le courrier, pourquoi pas. Avant de commencer un échange à quelques-uns, on regarde son courrier pour si jamais il y avait un truc important qui était arrivé. Ce qui est le cas. Alors, on va s'installer. Comme d'hab, tranquillou. Je vais paramétrer tout ça. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir. On va commencer par la technique. On commence toujours par la technique. Comme ça, après, hop, on est tranquille. Salut Majdouline, je t'ai repéré. C'est bon. On est parfait. Voilà, prenez place. C'est pas une séance qui va commencer. Mais un peu quand même. Bonjour Delphine. Bon, donc j'ai reçu ça, hein, je vous le montre quand même. Parce que c'est un peu ça l'histoire. Une mode éthique est-elle possible? Par Majdouline Sbahi qui est par là et qu'on va faire venir dans quelques secondes pour participer. Et peut-être, puisque vous vous installez confortablement et que j'espère que vous allez bien toutes et tous, je vous fais un petit rappel sur ces rencontres que j'organise une fois par mois. En fait, on se réunit autour d'un thème qui concerne nos enfants et la transition écologique. Bonjour Nathalie, je vous ai vu, super, top, bienvenue. Je vous fais parler tout à l'heure. Donc la parentalité, les enfants, la transition écologique, c'est le sujet. Vaste sujet, gros sujet. Et chaque mois, on se retrouve voilà, à quelques milliers au final hein, à échanger autour de ces rencontres. Et on est toujours plusieurs dizaines, voire 100, 150 au milieu de ces lives pour parler de nos enfants et de la transition écologique. Alors, pour rappel, tout est parti de ça, ce livre. Enfin non, tout est parti de mes enfants et de ceux de Mathilde Gola, et puis des vôtres aussi. Et puis ça a fait un bébé de plus, ce livre, Un bébé pour tout changer, 9 mois pour réussir sa transition écologique, dans lequel on a décliné du 7e mois de grossesse au 6 mois de l'enfant. On a essayé de décliner des réponses pratiques pour accueillir bébé sans trop bousiller la planète et évidemment surtout en prenant soin de cet enfant si fragile dont on a envie de bien s'occuper. Donc voilà, en fait, ces rencontres, c'est dans la continuité de ce travail qu'on a fait là. Et aujourd'hui, je vous ai proposé qu'on parle de mode éthique. Parce qu'il n'y a pas de planète B, n'est-ce pas? Ça n'a échappé à personne ici. Mais surtout parce que finalement, la première chose qu'on met au contact de la peau de notre enfant, après la petite pince en plastique pour le cordon ombilical, en plastique, hein, mais ça on l'a vu la dernière fois, ce sont des vêtements. Et forcément, on s'interroge sur ces vêtements, sur les matières qui les composent, la façon dont ils sont fabriqués et les impacts que ça peut avoir sur la santé de nos enfants qui, disons-le, lorsqu'ils ont 0 mois et dans les mois qui suivent, sont très fragiles et sont très réceptifs à tout un tas de saletés. Voilà, c'est le pitch et je vous propose d'accueillir Majdouline Sbahi, donc qui est mon invitée cette semaine, à qui je vais proposer de nous rejoindre. Hop, avec elle. Majdouline, je crois qu'il est dans le Nord et qui est, voilà, c'est en cours. Salut Majdouline. Ça va? Ça va. Bienvenue. Alors, Tu es bien installé? j'ai un petit décalage. J'ai un petit décalage de son. Ok. Mais est-ce que tu entends quand même? Ça va? Ça marche? Oui, 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 mais j'entends. Ouais, que c'est assez bizarre. Ah, J'ai- comme à la radio, quoi. Tu vas avoir un retour. C'est ça? Oui, j'entends. Bon. Écoute, nous, on t'entend bien. De toute façon, j'allais dire un mot avant de te présenter. C'est que, comme d'hab, les personnes ici présentes, sentez-vous libre, posez des questions. Dites-nous s'il y a quelque chose qui ne va pas techniquement.
interpeller Majdouline, interpellez-moi. Je ne manquerai pas de faire passer. Et puis, après avoir discuté avec toi, Majdouline, je recevrai tout à l'heure Nathalie, qui a créé une box d'habits qui s'appelle Little Pop, que moi j'ai découvert quand je bossais pour France 3. J'avais fait un sujet sur elle et désormais je suis client. Et en fait, tu reçois tous les. Alors, je ne sais pas très bien le rythme, elle nous expliquera ça mieux. Moi, je n'ai pas trop capté l'histoire, mais en gros, tous les mois ou tous les 2 mois, une box un peu sur mesure en fonction de tes affinités, avec de la seconde main et du neuf éthique. Et donc, tu fais tes emplettes là-dedans, et après, bah, tu renvoies ce que tu ne veux pas garder. Voilà, donc c'est assez cool. Est-ce que, Majdouline, tu nous entends? Ou est-ce que je suis seul au monde? Majdouline. Autant je suis tout seul, hein, dites-moi-le. Hein. Ou plutôt ne me le dites pas. Alors, est-ce que vous m'entendez, chers amis? Oui, non. C'est toujours un bonheur, cette technique, j'adore. Coucou! Ah, je vois des gens qui arrivent, donc ça veut dire que je ne suis pas tout seul, c'est cool. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Et si vous me voyez, c'est encore mieux. Ah, cool. Donc, je ne suis pas tout seul. Génial. Donc, c'est juste Majdouline qui est parti, quoi. OK. Eh ben, allez. Ah, tu es là. Allez, c'est reparti. On reprend ça direct. Il faut une bonne connexion. Pouf! Donc, je vous montre le livre de Majdouline et j'attaque l'interview direct. Hein, comme ça, on y va. Ah, c'est bon, ça marche. Donc, Majdouline, c'est ton livre Oui. que j'ai reçu tout à l'heure. On est d'accord. Présente-toi à nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, il y a une bonne raison pour laquelle je t'ai invité. En fait, il y en a plusieurs et je suis sûr que tu vas les décliner. D'accord. Bon, bah, super, merci, merci beaucoup, Valère, de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai dû interrompre parce que j'avais en fait 2 fenêtres ouvertes, je pense, sur mon téléphone. Et du coup, j'avais en stéréo notre conversation. Donc, Ok. je m'appelle Majdouline Zbahi. Je suis sociologue de l'environnement. Donc, j'ai une formation initiale en sociologie et en sciences politiques. Et ensuite, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en environnement. Donc, c'est assez particulier. Mais du coup, ça m'a amené à travailler beaucoup au début sur les questions d'aménagement durable du territoire, de développement local durable. Et comme je travaillais sur ces sujets dans la région des Hauts-de-France, donc le nord de la France, qui est une région textile, je me suis beaucoup intéressée à la question de la reconversion des anciens territoires textiles. Et c'est comme ça que je suis arrivée à travailler sur la mode et l'habillement dans une perspective qui était de montrer l'évolution de ce secteur d'activité et très vite, évidemment, les questions d'impact environnemental, du devenir de ce secteur, des impacts sur les droits humains m'ont passionné, m'ont donné envie d'en parler, de partager pour construire une industrie de la mode et des pratiques vestimentaires qui contribuaient à faire en sorte que notre planète, puisqu'il n'y a pas de planète B, comme tu disais, puisse mieux vivre. Voilà. Ouais, et puis les enfants n'ont presque pas de secret pour toi. En tout cas, les enfants font partie de ta vie, si je puis dire. Oui, 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 je suis aussi maman, voilà, et effectivement, j'en parle rarement, mais effectivement, du coup, j'ai une expérience personnelle de ce qu'est habiller des enfants, bien sûr, mais aussi bah, c'est forcément, quand on s'intéresse à ce sujet, on est confronté finalement par plusieurs focales, enfin, plusieurs raisons, on est confronté à la question de l'enfant, j'y reviendrai, puisque parmi les raisons pour lesquelles on a été les premiers scandales liés à l'industrie du vêtement, c'était le travail des enfants. C'était dans les Ouais, années 90, les vidéos qui montraient ces ateliers où on pouvait voir des enfants qui travaillaient. Donc, et puis aujourd'hui, effectivement, c'est aussi une partie importante du secteur de la mode, le marché de l'enfant. Et donc, forcément, et c'est aussi à ces âges-là, alors peut-être plus âgés que tout petit, mais en tout cas où les pratiques vestimentaires sont susceptibles d'évoluer et du coup de créer de nouvelles normes en matière d'habillement. ouais. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Majdouline. Moi, j'en ai quelques-unes, évidemment. Je ferai le relais. Peut-être, Majdouline, juste
un mot là-dessus, quoi. Moi, c'est un peu le mantra du livre qu'on a publié, dans lequel d'ailleurs tu interviens, Un bébé pour tout changer, c'est que quand on devient parent, particulièrement pour la première fois, mais pas que, c'est vraiment un moment où d'un seul coup, on réalise encore plus le monde qui nous entoure et qui peut devenir très angoissant, très agressif, et qu'on a envie de voir quelles sont les alternatives à ce qu'on nous propose. Et ça marche aussi pour les fringues, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, c'est un moment où enfin, c'est très particulier parce que c'est l'apprentissage de la parentalité au travers aussi des objets qu'on va acheter qui sont censés accompagner, enfin, qui accompagnent parfois de manière essentielle, parfois de manière un peu plus superflue, la vie de jeunes parents. Donc tout ce matériel de puériculture, etc., etc. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui sont déjà étaient déjà adeptes de la sobriété avant. Généralement, on ne change pas du tout au tout. Enfin, je ne sais pas quelle est ton expérience, mais je peux parler un peu de la mienne. Je sais que je ne me suis pas précipitée du tout dans les magasins. J'ai mis très très longtemps à me dire il faut que j'achète des choses. Et j'étais plutôt sur l'idée d'acheter en fonction de l'expérience que je faisais, etc. Ceci dit, on se retrouve quand même confronté à qu'est-ce que je choisis d'acheter. Alors, en tant qu'adepte du seconde main, voilà, je me suis tournée vers le seconde main en priorité, mais on a toujours cette absolument légitime tentation de se dire, mais quand même, il faut du neuf, des choses spécifiques, spéciales pour ce moment spécial. Voilà. Donc, chacun fait son expérience, mais voilà, cette expérience fait partie d'un tout qui construit un marché, et ce marché, il a des impacts collectifs, et même sur nos vies à nous. Et alors, moi, j'aime bien commencer par la santé parce que je trouve que quand on parle des enfants, c'est un sujet évidemment qui est majeur. Et puis dans la vie en général, hein, la santé, c'est c'est quand même un peu c'est un trésor. Les enfants sont particulièrement fragiles, ils ont une peau fragile, ils ont des branches fragiles, ils ont aussi un système nerveux et cérébral qui est fragile. Or, l'habillement, les habits les matières qu'on va choisir de mettre aussi peuvent être des agressions. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux sanitaires de la mode? Oui, alors tout commence d'ailleurs pendant la grossesse où la vulnérabilité du fœtus est très importante. C'est vrai qu'il y a ce moment. D'ailleurs, je disais encore ce matin dans un article dans un magazine féminin, justement, alors je me souviens plus de son nom, mais une entrepreneuse qui était primée parce qu'elle avait fait tout un travail sur les perturbateurs endocriniens dans la cosmétique parce que son enfant avait été, voilà, on avait détecté chez lui une maladie et qui pouvait être liée justement à cette exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc on voit finalement que la grossesse est déjà le premier moment de vulnérabilité, et puis ensuite, effectivement, la petite enfance, tu l'as très bien dit, ça il faut le rappeler quand on dit que la question des vêtements, de la mode, c'est superflu. Non, non, c'est la première chose qu'on porte, et dans certaines d'ailleurs traditions, c'est le seul vêtement qu'on a quand on décède. Donc, le vêtement revêt une importance capitale. Donc, concernant l'impact sanitaire, on manque d'abord, première chose, on manque de recherche et d'études. Toi-même, tu te souviens quand on avait eu les échanges pour le livre que tu as publié, il y avait vraiment, on était un peu sec. Il y a quelques organismes qui travaillent sur la question. Souvent, les études sont assez datées. Donc, je ne suis pas une spécialiste, même si depuis cette année, j'enseigne en sociologie de la santé à l'Université de Lille. Je ne suis pas une spécialiste. J'aimerais vraiment beaucoup approfondir cette question. Ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est que parmi les études qui font date, il y a celle qui avait été menée, qui est plus un testing, mais qui a quand même fait date, celle de Greenpeace sur ce qui s'intitule la mode toxique, où ils avaient fait un testing en faisant simplement du prélèvement en magasin et testé ce qu'il y avait dans les vêtements. Et ils s'étaient rendu compte que 2 tiers des vêtements testés contenaient des produits considérés comme toxiques, et surtout au-delà des réglementations en vigueur, puisque normalement, tout vêtement qui est vendu dans l'Union européenne doit respecter une directive qui s'appelle la directive REACH et qui prévoit des seuils maximaux pour un certain nombre de substances censées nous protéger. En tout cas, ces seuils nous protègent.
Ensuite, on sait, par contre, donc déjà, on sait que ce n'est pas respecté parce que le marché mondial est est organisé de telle manière que il y a une Ouais. porosité et des fois, les certificats qui indiquent combien il y a de telle ou telle substance ne sont pas conformes. Après, on sait que toutes les teintures, les impressions plastifiées, les matières imperméables, tout ceci contient des phtalates, bref, des produits perfluorés, etc., qui ont des Ah oui. effets effectivement sur la santé, Mm. surtout quand on ne respecte pas les seuils d'utilisation. On a aussi dans tout le linge de lit, c'est un sujet qu'on oublie parfois, mais par exemple, on va vous vendre du linge de lit anti-acarien, eh bien, ça veut dire qu'il y a de l'insecticide dedans. Voilà. Après, quel seuil est utilisé, voilà, on peut dire que c'est ça respecte la réglementation, sauf qu'à un moment, pour les raisons que je vous ai indiquées, on n'est jamais certain de cela. Et donc, il vaut mieux effectivement l'éviter. Et puis, vous allez avoir aussi dans les produits, de toute façon, qui sont utilisés pour la décoration, pour les enfants, dont on a très envie de ce petit coussin en Liberty qui est très mignon. Sauf que dès le moment où on entre dans l'ameublement et si on est dans des enseignes ou des marques qui n'ont pas pris d'engagement, n'ont pas de transparence par rapport à toutes ces questions de composition, eh bien, vous pouvez avoir des retardateurs de feu qui eux-mêmes, lorsque les enfants les portent, ne sont pas censés porter à la bouche, sauf qu'un enfant le fait. Donc, il y a plein de risques liés d'abord au fait que même s'il y a une réglementation, elle n'est pas forcément mise en vigueur, en place, que les modes de traitement des vêtements en général utilisent des substances chimiques pour la teinture ou pour l'impression ou pour l'anti-feu ou pour les anti-acariens, etc., qui effectivement peuvent vraiment impacter la santé des enfants. Et souvent, malheureusement, les seuils établis voilà, ne sont pas parfois même suffisants selon certains chercheurs. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a des politiques d'affichage, par exemple, s'il y a du formaldéhyde, il faut que ce soit indiqué. On avait vu je terminerai là-dessus, sur le bisphénol, donc le bisphénol A, toute la campagne, la réglementation au début des années 2010, enfin je ne sais plus la date exacte, mais il y avait eu tout un débat. Il faudrait aujourd'hui qu'on ait le même débat à propos de ces composés chimiques dans les vêtements. Il faudrait vraiment qu'on ait le même débat parce que on manque de recherche, on manque d'analyse des effets sur la santé et c'est pour ça qu'il n'y a pas de scandale en réalité. Mais bien sûr c'est vrai. Alors, qu'on est en danger par rapport à ça. Et les enfants en particulier. C'est ça. Alors, peut-être pour compléter ce que tu dis, ensuite, il y a une question là d'une personne qui suit cet échange. L'étude dont tu parles, je crois que je l'ai retrouvée j'en avais parlé dans mon premier livre, La changer d'air, l'air de rien. C'était en 2012, Greenpeace, les dessous toxiques de la mode. C'est ça. Voilà, c'était ça, je pense. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, et effectivement, ils avaient regardé pour 20 marques et 141 articles et 29 pays avaient été passés au crible. Résultat, 63% des articles contenaient des étoxylates de nonylphénol et 2 articles des amines cancérogènes. Alors effectivement, ça joue beaucoup aussi sur les impacts, mais c'est souvent ça, sanitaire. C'est-à-dire que, c'est un peu comme les histoires de… Enfin là, on en entend beaucoup de vaccins et autres, quoi. Il y a toujours beaucoup de difficultés. On l'avait eu avec l'amiante, d'ailleurs, à prouver la conséquence directe finalement de la substance. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ANSES notamment a rendu un avis là, il n'y a pas très longtemps en disant attention, il y a quand même des substances utilisées dans les vêtements. On ne sait pas très bien ce qu'elles font, il faudrait approfondir. Voilà. Il suggère d'ailleurs ce que tu dis, c'est qu'il y a une meilleure information du consommateur. Et d'ailleurs, il suggère aussi un truc qui est quand même assez flippant. On s'est tous habitués à ça depuis 1 an ou 2, c'est qu'il faut laver ses vêtements neufs une fois avant de les utiliser. Ah oui, c'est une consigne quand même assez, tout à fait assumée. Cette consigne de laver les vêtements neufs est tout à fait assumée aujourd'hui comme une consigne de prévention sanitaire. C'est-à-dire que vraiment, on sait que le vêtement, et il faut savoir que alors, j'ai plus les références précises en tête, mais dans le peu d'éléments d'études qui avaient été faites, que j'avais pu consulter il y a quelque temps, ou d'articles qui avaient été réalisés par des ingénieurs textiles ou des choses comme ça, ils parlaient de plusieurs lavages, voire de 10 lavages avant. C'est pour ça que le second main peut être considéré comme protecteur.
pour les enfants. Ouais, ouais. C'est-à-dire non seulement… Donc là, ça répond à la Ah question oui, oui, oui. Le de la seconde couche. main est protecteur Mm, parce que il a mm, été lavé un ouais, certain nombre de fois et ce n'est c'est pas ça. ce Ouais. vêtement qui, voilà, à peine sorti, voilà, Mm, voilà. Et donc, on manque de recherche, vraiment. Hein, c'est vraiment, il y a un vrai sujet mm. pour ne pas dire de bêtises, justement, pour ne pas accuser à tort ou ne pas. Et c'est le cas dans beaucoup d'aspects d'ailleurs de l'industrie de la mode, même sur les impacts environnementaux. Souvent, on a ce sujet de vraiment étudier la réalité des composés, leurs effets à court et moyen terme. Et en attendant, bah, il faut être dans la principe de précaution parce qu'on sait Mm, que les mm, mm, perturbateurs endocriniens mm. sont responsables de problèmes liés à la reproduction, au comportement, à la nutrition, au métabolisme aussi. Ouais, ouais, Et ouais. le spectre des risques encourus est quand même assez important. On veut, sans être Mm. alarmiste, se dire finalement un organisme aussi, comme tu dis, aussi fragile comme un fœtus ou un très jeune enfant, voilà, on n'a pas envie de venir perturber l'équilibre de son système endocrinien, surtout pour mettre des vêtements, juste pour le design d'un vêtement, etc. Et surtout qu'aujourd'hui, il existe des Ouais. solutions qui ne nécessitent pas forcément de faire cela. Voilà. Ouais. Bon, alors du coup, juste, pour en terminer là-dessus, d'abord, je rassure tout le monde, on va parler solutions aussi, il y a Oui. des alternatives, effectivement. Mais à un moment donné, il faut mettre les uppercuts parce que c'est comme ça aussi qu'on comprend et puis que ça nous donne des billes pour dans notre vie quotidienne, mais aussi après pour partager avec ses proches, avec son entourage, parce que voilà, le but de ces rencontres, c'est aussi de donner des éléments rigoureux, quoi, voilà, c'est pas du militantisme, c'est de l'information. Deux remarques, Majdoline. Marianne, d'abord, qui nous dit après, tout dépend aussi avec quelle lessive on va laver les habits et puis qu'est-ce qu'on utilise aussi comme adoucissant. Bien sûr, hein, il faut faire attention après à l'ensemble du cycle d'un vêtement, quoi. Il ne s'agit pas après d'utiliser les pires lessives, les pires adoucissants pour le repolluer. Bon. Tu es d'accord avec ça, Mais moi, je suis évidemment? tout à fait d'accord. Le vêtement, c'est un cycle. Là, c'est vrai que vraiment, moi, ces derniers temps, et on a fait le constat à plusieurs avec l'École nationale des arts textiles, avec l'Institut marketing de la distribution, enfin plein d'écoles françaises et le réseau culture de mode, de cette nécessité, l'enjeu dans les prochains mois sur ces questions de transformation de l'industrie de la mode, c'est la recherche, vraiment. Mm, Je ne peux mm. que dire ça parce que moi, quand tu vois, quand on a préparé cet échange, eh ben, je suis en peine pour trouver des vraies références solides, Ouais, ouais, c'est vrai. actualisées, pour pas dire des bêtises Mm, aux gens. Et pourtant, j'ai l'intuition au regard du spectre des informations qu'on a, les études Greenpeace. Greenpeace, chaque année, ils font également le podium justement de la mode toxique. ouais. Vous pouvez le consulter sur leur site. Bon, voilà, c'est du contre-pouvoir citoyen, mais il faut plus que ça. Et Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. voilà, c'est Mm, un mm. enjeu de prévention de santé et qui concerne d'autres secteurs de ce qu'on porte sur notre peau, la cosmétique, mais aussi les produits qu'on utilise à la maison. Et la personne a raison de signaler les produits ménagers. Donc, on Ouais. est dans cette montée en conscience par rapport à ces sujets. Et ce qui est chouette, j'allais dire, pour être un peu positif, c'est que c'est convergent avec aussi des meilleures pratiques pour tout le monde. On protège notre santé, mais c'est Ouais. aussi l'ensemble de l'environnement qu'on va venir impacter grâce à notre action, quoi. Voilà. Alors, je voudrais qu'on en parle de l'environnement. D'abord, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Est-ce qu'il existe des labels? Est-ce qu'il y a des balises? Est-ce qu'on peut… Oui, il y en a. On va en parler dans quelques minutes. Évidemment, il existe des labels pour le neuf, des labels extrêmement intéressants, hein, avec des filtres et des critères qui sont bien. On va peut-être pouvoir aussi parler du début de greenwashing qui existe dans l'industrie de la fast fashion, parce qu'on voit bien qu'il y a des marques conscious, pour ne pas la citer, et autres, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, certains grands acteurs ont été condamnés récemment dans des pays pour un manque de transparence de la durabilité réelle de la promesse. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de l'impact environnemental, mais aussi de l'impact social. Souvent, et toi la première, les spécialistes de la mode éthique parlent du revers de l'étiquette. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a deux prix finalement. Il y a le prix qu'on paye, et parfois chez H&M, Zara, C&A, pour ne pas les citer, et d'autres, mais c'est pas cher.
Mais en fait, il y a un deuxième prix qui est caché derrière et celui-là, il est environnemental et social, Majdoline. Oui, et environnemental et social, et j'allais dire, alors je vais tout de suite parler de l'environnemental et du social, et même nous, on le paye, c'est-à-dire que c'est des produits qui, pour partie, sont de la mode jetable, ce n'est pas toujours le cas. La corrélation entre le prix d'un produit et sa robustesse n'est pas toujours claire, hein. Mais la plupart du temps, quand même, on paye parce que c'est un produit qui ne va pas durer dans le temps. C'est un produit, on garde 2 fois moins longtemps les vêtements qu'il y a 15 ans, etc. Enfin, il y a des études qui prouvent ça sur la robustesse des vêtements. Et puis, comme on est dans cette euphorie consumériste de laquelle on revient complètement, surtout ces derniers temps, eh bien, on va acheter plus que ce qu'on a besoin et la moitié de ce qu'on va acheter, on ne le porte pas. Donc, à la fin, nous aussi, on gaspille notre argent. C'est-à-dire que la bonne affaire n'en est pas une en réalité. Et alors, ce n'est pas du tout une bonne affaire, par contre, pour la planète et pour nos écosystèmes. Et pour bien sûr aussi les travailleurs. Donc, dans les grands chiffres qu'on a l'habitude de citer, c'est évidemment le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. La question du dérèglement climatique étant une question universellement préoccupante. Évidemment, c'est ce qu'il faut commencer par dire. On est sur des niveaux d'émissions d'1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an, qui augmentent de manière exponentielle puisque le volume de vêtements produits dans le monde augmente de manière exponentielle, enfin de manière importante, et enfin, chaque année il augmente. Du coup, ce qui situe la mode au-dessus du transport aérien, du transport maritime international confondu. Donc, ça montre voilà, le niveau d'impact. Après, on a beaucoup d'enjeux autour de l'eau, qu'il s'agisse de la pollution des eaux douces ou des eaux de surface, puisque l'industrie de la mode, justement, par l'utilisation de ces produits chimiques en teinture ou en finition, elle va venir polluer, elle contribue à 20% des pollutions d'eau douce du monde. Et elle est la 3e consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Quand on connaît le niveau de stress hydrique, les enjeux sanitaires, les enjeux de gestion de l'eau pour ces pays qui sont les pays d'Asie du Sud-Est ou ailleurs qui fabriquent justement ces produits, on voit finalement enfin, voilà, c'est une folie, la folie de cette situation. Et puis, alors, les derniers chiffres, il y en a plein à citer. C'est moi que je cite souvent, c'est le volume des pesticides, 25% des pesticides du monde, sachant que c'est essentiellement pour la culture du coton. Il y a 2 grandes matières qui sont utilisées majoritairement dans le vêtement, c'est le polyester et le coton. Le polyester, donc le plastique, quoi. C'est du plastique, c'est une matière issue de la pétrochimie. Donc, quand on le lave, justement, parler du lavage, eh bien, ça émet des microplastiques dans les océans. Et là, encore une fois, on n'a pas d'études sur les impacts à long terme dans les écosystèmes. On sait que c'est 50 milliards de bouteilles, l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique chaque année dans les océans sous forme de microplastiques. On ne sait pas ce que ça fera, mais on continue à le faire. On en a évidemment trouvé dans le placenta. De ces microplastiques, puisque ça circule dans l'eau et dans l'écosystème, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de barrière. Après, on vient sur les solutions. Je vous promets, on arrive. Et non, mais juste, je dois dire que simplement, et donc on a les fibres, donc ça c'est des fibres synthétiques, et puis elles sont 60% des fibres utilisées dans le monde, c'est des fibres issues de la pétrochimie, et le reste c'est des fibres naturelles. Donc ça veut dire que 60% des vêtements sont faits avec du plastique, du pétrole. Donc y compris ceux qu'on peut-être on pourrait acheter pour nos enfants. Donc, quelle logique y a-t-il à dire je vais mettre du pétrole, chouette, c'est super. Donc, je vous économise le reste des impacts parce que c'est déprimant, mais c'est vraiment une industrie qui est complexe, qui nécessite beaucoup d'étapes pour à la fin fabriquer un vêtement. Et donc, forcément, à chacune de ces étapes, si le sujet c'est toujours plus vite, toujours moins cher, forcément, vous avez des choix qui sont faits par les donneurs d'ordre, mais aussi par leurs sous-traitants, qui vont dans le mauvais sens, y compris d'ailleurs pour la santé des travailleurs. Très clair. Donc, bon, les conditions sociales, en 2 mots, peut-être juste comme ça, après on ferme la boucle de la catastrophe annoncée et puis on va se mettre en mouvement pour sauver tout ça, en tout cas pour essayer de s'en sauver.
Simplement, on a la décomposition des prix des vêtements. Donc, 70% des vêtements achetés en Europe viennent d'Asie du Sud-Est. Les niveaux de rémunération sur un vêtement qui est acheté à 30 euros, on est sur des niveaux de rémunération qui sont moins de 20 centimes pour les travailleurs et l'ensemble des travailleurs qui ont travaillé sur la chaîne de fabrication. Donc, quand vous achetez un vêtement, en fait, la personne, un vêtement, ça reste cousu, ça reste fabriqué. Il y a bien sûr le fil, le tissu, la fabrication du fil et du tissu, c'est des activités mécaniques. Mais par exemple, dans le champ ou derrière la machine à coudre, c'est une personne humaine qui est derrière une machine à coudre. Et donc, elle est payée moins de 20 centimes. Donc, évidemment, c'est des systèmes qui visent à l'exploitation et au travail au plus bas coût. On a aussi du travail des enfants, même si ça tend à régresser chaque année. On sait que ça reste une réalité, notamment dans l'agriculture qui est particulièrement concernée, mais aussi dans les usines. Et puis dernier point, c'est qu'en fait, toute cette ressource et toute cette énergie, elle est mobilisée dans un modèle économique qui empêche de payer les gens justement de manière équitable, et puis dans un modèle qui exploite et qui empiète beaucoup sur les écosystèmes. Mais tout ça pour qu'à la fin, ce soit gaspillé. Parce qu'en fait, on a à toutes les étapes du gaspillage, 15% des tissus utilisés pour fabriquer un vêtement, ils sont jetés, puisque ce sont des chutes. Et puis, on a nous-mêmes, avant que ça soit commercialisé, des invendables, des vêtements qui ne peuvent pas être vendus, des invendus, des vêtements qui ne seront jamais vendus et qui sont soit soldés, soit détruits. Et enfin, vous allez avoir ce que vous ne portez pas dans votre placard et qui, pour une partie des gens, est jeté à la poubelle et n'est pas revalorisé dans un circuit. Donc, tout ça pour ça. Donc, on voit bien qu'on a de larges marges pour faire moins mais mieux. C'est ça, et c'est ce qu'on va essayer maintenant d'expliquer. Bon, je pense qu'on le savait tous, mais c'est important de rappeler ces chiffres et ces réalités, parce que derrière le marketing, c'est très difficile en fait de voir ce qu'il y a vraiment. C'est très très bien marketé, toute cette offre est très bien marketée et on crée des besoins qui n'en sont pas vraiment. Alors justement, parlons maintenant de ce que tu proposes, toi, à ton niveau, avec ton expertise, pour essayer de reprendre un peu le contrôle. Parce qu'il s'agit de ça, c'est de retrouver de la liberté dans ses choix, notamment, et les choix vestimentaires. Alors, bien sûr, pour soi, ça marche aussi, mais là, on parle beaucoup des mamans, des papas, des enfants, des bébés, voilà, de tout cet écosystème famille. Peut-être la première chose dans le comment, c'est le moins finalement. Oui, c'est le moins. Alors, le moins est souvent vu comme quelque chose de régressif et dépressif, alors qu'en réalité, au contraire, c'est vraiment au contraire choisir ce qui nous fait vraiment plaisir, nous plaît vraiment et correspond à notre besoin et nous fait nous sentir. Alors, quand on parle de prêt-à-porter, par exemple féminin, moi j'aime à dire, voilà, ce qui me fait me présenter aux autres de manière positive. La moitié comme je l'ai dit, chaque matin, beaucoup devant le placard se dit « Ah, mais qu'est-ce que je vais mettre? J'ai rien à mettre, il n'y a rien qui me va, je déteste ça. » Donc, au contraire, c'est vraiment se dire je vais m'approprier cet acte qui consiste à me présenter aux autres selon une tenue que je vais choisir et que je vais réfléchir. Donc, la première étape, c'est trier, regarder ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous fait nous sentir bien. Et donc, c'est pareil pour les enfants. Mon enfant ne choisit pas encore, en tout cas pour la petite enfance, ce qu'il va porter, mais qu'est-ce que j'aime le voir porter, qu'est-ce qui me semble lui plaire, être confortable pour lui. Et donc, c'est trier, regarder ce qu'il a besoin, ou si je suis en phase de préparer, c'est vraiment investir ce moment-là, d'y passer un peu de temps, pas considérer que c'est juste futile, parce que des fois, on se retrouve effectivement à être dépassé par les événements, accumuler des choses dont on n'a pas besoin. Et donc, moi, je pense que la première étape, c'est trier, choisir vraiment, quitte à y mettre plus de moyens, justement, pour pouvoir en être plus satisfait. Donc, voilà. Alors, juste un mot, Majdoline, parce que ça, c'est vraiment important, surtout qu'en ce moment, les tenants de la transition écologique sont parfois caricaturés. Les messages ne passent pas toujours facilement. Ça, c'est important, c'est qu'on peut vouloir être dans une démarche de durabilité, de respect finalement, et de ne pas vouloir préempter l'avenir et les générations futures, mais en même temps être stylé, quoi. Ah oui, tout à fait, mais bien sûr, mais évidemment, parce que c'est le vêtement, encore une fois, bannir l'idée de l'apparence en se disant «
ah bah, c'est mal parce que ça a fait tellement de dégâts, tous ces gens qui cherchaient à être les plus beaux du monde avec les plus belles robes et les plus beaux costumes. Non, depuis l'aube de l'humanité, c'est un acte de culture s'habiller. L'humanité, aux prémices, quand le sujet était juste de se couvrir le corps, aurait pu se contenter de faire des vêtements fonctionnels. Non, il y a eu tout de suite eu des ornements, des décorations, des choses qui devaient soit exprimer de quelle famille j'appartiens, de quelle communauté, soit exprimer peut-être des messages en direction des autres. Et donc, ça a une fonction sociale et culturelle, le vêtement, qu'on ne peut pas supprimer d'un revers de main. Et par ailleurs, dans la période encore plus récente, le vêtement peut avoir des fonctions émancipatrices, au sens où, après la Seconde Guerre mondiale en France, pendant les 30 Glorieuses, la démocratisation du prêt-à-porter, dont on dénonce aujourd'hui ses travers, a quand même permis à des gens de faire les passe-murailles, de changer de milieu social, de choisir une autre vocation, une autre voie que celle auxquelles ils auraient été assignés si effectivement, dès qu'on les voyait, on savait qu'ils venaient du milieu machin ou du milieu machin. Pareil pour les femmes, voilà, le pantalon, il y a toute une histoire autour du vêtement qui vient abolir certaines frontières. Donc moi, je crois que le vêtement en tant que voilà, s'habiller en tant qu'acte culturel et social doit continuer à exister et qu'il faut simplement l'investir différemment qu'en cédant, au contraire en se soumettant sans s'affirmer soi finalement. Parce que en fait, moi je dis juste il faut s'affirmer soi. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de porter vraiment ou ce que j'ai envie de faire porter à mes enfants puisqu'ils sont trop petits pour le choisir. Voilà, alors pour les enfants, très alors, les concrètement, enfants. on a bébé qui arrive ou on a déjà un enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, avec souvent des tailles. Bientôt, on va nous vendre des tailles à la semaine. Hein. Là, il y avait une remarque là-dessus. C'est vrai qu'on nous dit presque, bon, ben alors pour cette semaine et demie, c'est ça, puis à 8 semaines, on a une nouvelle taille. Comment on essaye de reprendre le contrôle de tout ça? Alors, la première chose, c'est effectivement cette question de taille, parce qu'on a les enfants, alors, quand ils sont tout petits, c'est l'obsolescence programmée à cause de la croissance. Donc, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que le vêtement ne sera plus réutilisable très rapidement à cause de en tout cas, on le souhaite, qu'ils grandissent et qu'ils prennent voilà, toutes ces aises. Et donc, ça n'est plus utilisable, dommage. Et la deuxième raison, c'est quand ils sont un peu plus grands, bah, c'est les chutes, les bagarres, les toboggans, les jeux de foot, etc. ou le vélo, etc. Et donc, du coup, pour ces deux raisons, c'est un âge particulièrement sensible où on a besoin de renouveler ou en tout cas de s'occuper de la garde-robe de l'enfant plus souvent que la nôtre, évidemment. Et c'est pour ça que moi, je pense que la première chose, c'est d'abord d'essayer de trouver effectivement des marques et des vêtements qui ont une évolutivité au niveau des tailles. Alors déjà, on peut choisir de ne pas prendre la taille pile, ça c'est un truc de bon sens, mais je pense que beaucoup le font. Mais aussi, on a des vêtements qui sont plus évolutifs. Alors quand on parle des barboteuses, c'est plus compliqué, mais quand même, il y a des vêtements qui peuvent se porter de différentes tailles. Il faut regarder. Alors je ne cite jamais de marque, donc je suis désolée. Je ne vais pas vous aider beaucoup. Fouillez, cherchez vêtements ergonomiques, vêtements évolutifs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, par vous-même, faites votre expérience en cherchant ce genre de produit. Et c'est vraiment intéressant parce qu'un enfant peut le mettre à 6 mois, mais jusqu'à 2 ans. Si la taille est élastique, que ça n'a pas une forme, voilà. Il ne faut pas singer les vêtements d'adultes. C'est ça le truc. Singer des vêtements d'adultes pour des enfants, c'est un non-sens parce qu'un enfant ne vit pas de la même manière, etc. C'est les petites barboteuses, c'est tous ces vêtements-là. Vous savez, ces petites salopettes. Une salopette, on la met, je ne sais pas combien de temps. Donc, vraiment chercher les vêtements qui peuvent se mettre très longtemps. Et puis après, quand je veux acheter un vêtement, bah, c'est le seconde main qui est à privilégier dans un premier temps. Parce que justement, puisque c'est des vêtements à courte durée de vie, même si on utilise les techniques que j'ai dit avec ces vêtements qui peuvent être plus évolutifs, comme les salopettes et les barboteuses, etc., eh bien, vous avez quand même des vêtements qui vont être revendus en très bon état parce qu'ils n'ont pas été portés très longtemps, surtout pour le bébé, où le bébé, il ne fait pas grand-chose, part un peu se salir quand même. Et ben, on trouve un vivier et un monceau d'offres qui existent selon nos besoins. Alors, encore une fois, il ne faut pas crouler dessous parce que c'est pareil, ce n'est pas un bon système, mais choisir, sélectionner, trouver peut-être des gens qui ont les mêmes goûts avec qui vous pouvez troquer, partager,
Et puis, ça a toujours existé, hein, le fait de passer les vêtements de génération en génération. Mm. Mais pour ça, il faut des vêtements robustes et de qualité. C'est pour ça que dès le départ, il y a un vrai sujet autour de ça. Ouais, et puis bon, souvent on nous rassure en nous disant si tu as plein de vêtements, ton enfant va manquer de rien. Si tu as plein d'équipements, ton enfant va manquer de rien. Si tu as plein de ceci, de jouets, alors qu'au final, ton enfant, s'il y a une chose qui peut éventuellement le manquer, c'est ta disponibilité et ton attention. Donc en fait, il ne faut pas aussi se faire piéger par cette société de l'avoir, cette injonction. Tout à fait. Et ce que j'aime bien, donc tout ce que tu dis là, c'est que ça aide à reprendre le contrôle, Oui. en fait. C'est-à-dire cette information-là, elle permet de se recentrer parce qu'on est en permanence sous pression, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, c'est se recentrer, c'est faire des choix. Par exemple, dans les possibilités aussi qui s'ouvrent, s'offrent aux parents, il y a un monde qui doit se redévelopper autour de ça, mais la réparation des vêtements pour enfants, quand ils sont en âge d'user les genoux ou les coudes, eh bien, c'est un vrai sujet. Alors, du coup, il y a un monde, voilà, parce qu'aujourd'hui, un pantalon craqué peut rester un pantalon craqué très longtemps, ou un pantalon qu'on remise parce qu'il n'est plus portable et qu'on n'ose plus mettre à l'école, et c'est quand même dommage, alors qu'il suffit de rajouter ses genouillères et d'avoir l'habileté de le faire. Donc, il y a des startups aujourd'hui qui commencent à proposer une plus grande accessibilité des réseaux de couturiers et de réparation, c'est très important. Et puis, pour faire les vêtements aussi, il y a des offres aujourd'hui qui naissent d'upcycling. Alors, pas bien sûr réparer, transformer un peu un vêtement pour enfant pour le revendre ou le reproposer à la location, mais aussi d'utiliser des vêtements pour adultes qui ne peuvent pas être utilisés pour faire des vêtements pour enfants. Vous prenez une chemise adulte, vous en faites une blouse pour enfants, ça passe. Parce que le tissu est suffisant. C'est une super idée. Parce que des chemises dont les manches sont trop râpées et certaines parties peuvent être un peu tachées, pas tachées, mais un peu altérées, évidemment, vous n'en ferez rien. Par contre, il y a toute une partie du tissu qui est intacte. Et donc ça peut ouvrir des perspectives d'activité dans ces temps où on est beaucoup enfermé, qui peuvent peut-être susciter la créativité. Simplement, vous pouvez soutenir les marques qui font ça et qui le font très bien. Après, il y a la location. On est sous-équipé. Voilà, un mot sur la location, vite fait, parce que c'est vrai que ça revient beaucoup. Alors, juste, je te coupe une seconde. D'abord, poser des questions à Majdoline, si vous voulez. Non, non, mais on y vient dans une seconde. Posez des questions là à Majdoline si vous voulez. Je vois que vous réagissez beaucoup, c'est top. Et vous avez mis plein de bons plans sur des marques qui font des vêtements évolutifs. Donc, puisque tu disais que tu n'en citais pas, ça a été fait. Donc, vous pouvez remonter les commentaires. Vous dire aussi que dans quelques minutes, dans 5 minutes, on va recevoir Nathalie qui a développé un concept de box assez intéressant. On ne va pas faire sa pub, on va juste découvrir ce qu'elle propose parce qu'il y a des entrepreneuses et des entrepreneurs ou des entrepreneurs, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas des femmes et des hommes qui entreprennent et qui font des choses incroyables. Moi, j'adore ça. Et le dernier truc que je voulais dire avant que tu finisses sur l'allocation et le neuf éthique, si tu veux bien, Majdoline, c'est que il y avait une question un petit peu plus haut d'une maman qui disait oui, mais est-ce que c'est pas mieux à un moment donné de changer les vêtements parce que ils s'abîment vite et surtout on les lave beaucoup, les vêtements des enfants. Qu'est-ce qui est le mieux par rapport aux lessives? Évidemment, il vaut mieux conserver les vêtements et faire des lessives, pas trop chaudes. Hein. L'impact, en fait, il se situe dans la température de la lessive, le nombre de cycles et les produits qu'on met dedans. Voilà. Donc, si on met des produits qui sont pas trop dégueux et qu'on fait du 40 degrés et qu'on la remplit bien, c'est super. Majdoline, pour terminer, la location et peut-être le neuf avec des certifications, des labels qui tiennent la route. Oui, effectivement, la location, c'est, je pense, potentiellement une offre voilà, qui peut solutionner des box avec des styles différents qui correspondent à ce qu'on a envie et qu'on pourrait louer pour une période et renvoyer. C'est génial. En plus, ça évite l'encombrement à la maison. Enfin, ça a plein d'autres avantages. Et puis, en fait, il y a effectivement des marques engagées. La première chose, c'est des gens qui peuvent vous dire où est fait le vêtement, dans quelle matière, et à peu près vous renseigner sur le mode de fabrication. C'est ça le meilleur, je dirais, label, c'est ça. C'est des marques à taille humaine ou des marques qui vont vraiment étayer leur... pas simplement en mettant un label. Quand je dis un label, c'est un label maison
voilà, c'est une collection responsable. Non, non. Qu'est-ce qui est responsable? Moi, j'ai déjà vu, je prends un exemple, je ne veux pas être trop longue, mais j'ai déjà vu dans certaines boutiques par exemple un pull en laine, un pull que je pensais en laine recyclée. Mais non, en fait, il était marqué recyclé et quand on retournait, c'était l'étiquette qui était recyclée. L'étiquette. C'est-à-dire que non, mais c'est pour dire, soyez vigilants. Évidemment, bon, je le suis parce que c'est mon domaine, mais vraiment, et je pense qu'il y a 80% des clientes, en plus, c'était super joli, en confiance, c'est une marque qui se dit engagée, qui est plutôt pas très grande et dont on pourrait être en confiance. Non, 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 non. Moi, je pense qu'il faut vraiment, si on prend 5 minutes, on regarde précisément, et si les réponses sont pas satisfaisantes, on passe son chemin. Après, un vêtement qu'on garde très longtemps, c'est quand même ce qu'il y a de plus écologique en général. Maintenant, si on est sur les problèmes sanitaires, c'est vrai que la traçabilité est très importante. Et puis après, dans les labels, il y a Ecotex et GOTS qui peuvent offrir voilà, des garanties dans la prévention. Parce que déjà, une entreprise qui fait la démarche de labelliser toute sa chaîne de fabrication GOTS, par exemple, ça veut dire qu'elle est dans l'obligation d'une traçabilité très importante. Parce qu'un des périls dans l'industrie de la mode, c'est le manque de traçabilité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va faire fabriquer son vêtement dans une usine ne sait pas toujours où il a vraiment été fabriqué. Et quand vous faites une démarche de labellisation, surtout avec ce genre de label, vous êtes obligé d'avoir le renseignement depuis le champ jusqu'au produit fini. Donc, c'est pour ça. Alors, le contenu du cahier des charges du label, ce n'est pas forcément ce qui va garantir le meilleur pour la planète, mais au moins, il permet cet engagement. Non, Cotex ne veut pas dire bio. Mais je dis, c'est justement, ces démarches de labellisation sont des garanties de la traçabilité partielle des vêtements. Donc, il y a plein de choses. Après, il faut aller à la chasse. Il y a beaucoup de nouvelles marques qui se créent chaque jour aussi, beaucoup de jeunes marques engagées. Faut les soutenir. Mais il faut les soutenir tout en ayant un cahier des charges dans la tête, son propre cahier des charges. Ouais, il faut être exigeant et demander des comptes. Et moi, je redis, la nouveauté par rapport à l'enfant, je crois, c'est vraiment cette approche ergonomique du vêtement. Il faut arrêter de singer les vêtements pour adultes. Si on fait des jeans, des trucs serrés, des machins, des trucs, forcément, ça va durer 2 semaines. Si on fait des vêtements évolutifs, on repense. En fait, il ne faut pas habiller les enfants. Moi, je lance un appel s'il y a des gens qui sont jeunes créateurs. Mais lancez-vous vraiment. Il faut repenser l'ergonomie du vêtement pour enfants. C'est aussi ce qui pourra séduire d'autres cibles que ceux qui sont sensibles aux questions d'environnement. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors, il y en a quelques-unes. Je cite notamment, parce que alors, moi, je cite les marques, mais comme je les cite plus ou moins toutes en permanence, c'est soit tout ou rien. Moi, j'avais fait un truc sur une marque qui s'appelle Second Sue, qui est intéressante. C'est une jeune entrepreneur qui a créé cette marque à partir de tissus, enfin d'upcycling en fait, et qui fait un travail remarquable. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on est vraiment sur des pièces assez uniques, quoi. On est dans une démarche de créativité. Et ça c'est bien parce que ça nous éduque aussi en tant que parents à sortir un peu des sentiers battus et pas être dans ce mimétisme, comme tu le disais, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Oui, exactement. Non, mais c'est ça. Donc, c'est pas finalement, on a parlé de beaucoup de choses qui pouvaient être déprimantes, mais finalement, cette façon d'appréhender la façon d'habiller nos enfants, ça peut être un moment au contraire de partage avec eux, de joie et puis de beauté aussi, parce qu'on peut choisir des belles couleurs et des belles choses pour les accompagner dans leur premier pas. Voilà. Et donc, ton livre, Une mode éthique est-elle possible? C'est paru chez les éditions Rue de l'Échiquier. Il est de plus en plus rare, mais enfin, quand même, voilà, je le montre parce que c'est un ouvrage que je recommande si ces sujets vous intéressent. Merci beaucoup, Majdoline. Merci beaucoup. Moi, je vais être spectatrice, je vais écouter la suite. C'était top et je vais faire venir Nathalie. En tout cas, encore merci et à très bientôt. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, Majdoline. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Alors, je propose à Nathalie de nous faire un petit coucou parce que nous serons ponctuels. C'est-à-dire qu'on terminera bien à
19h. Donc Nathalie, si vous pouviez me faire un coucou, comme ça je vous invite et vous allez nous expliquer ce que vous avez créé, la boîte que vous avez créée. Je crois que vous avez déménagé il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Little Pop. Et, et moi je trouve ça très cool. Je suis client, pour dire les choses, client lambda. Et je trouve ça plutôt chouette et en famille on aime bien. Coucou Nathalie, hop, je vais vous inviter. Allez, c'est en cours. Encore quelques secondes. Bonjour, bonsoir, ça va? Bon, bonsoir. Oui, ça va, merci. Et vous? Bon, merci beaucoup de venir passer quelques minutes avec nous. Ah bah, avec grand plaisir. Alors, Nathalie, je le disais, on peut se tutoyer, Nathalie? Super. Nathalie, je le disais, tu as créé cette société il n'y a pas super longtemps. Moi, j'avais fait un sujet dessus sur France 3 Paris, une chronique à l'époque. Et en fait, je suis devenu client. Donc, c'est une manière d'attraper des clients. Voilà, c'est de faire des chroniques. Et donc, je vais te laisser expliquer ça, mais juste pour dire aux gens qui nous écoutent ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai trouvé intéressant avec mon épouse et puis avec mon grand garçon et bientôt ma petite fille, c'est que en fait, tu proposes des box régulièrement aux familles à partir de 3 mois jusqu'à 8 ans, si je ne me trompe pas, dans lesquels tu mixes des marketing et de la seconde main. À partir un peu de ce qu'on te dit comme critères, ce qui nous intéresse et tout ça, mais tu es aussi force de proposition. Ça, c'est ce que nous, on aime bien, c'est que parfois, on reçoit des pièces qu'on n'aurait jamais imaginé choisir. Et en plus, dernier point, c'est qu'on a le temps de les choisir parce qu'on les reçoit à la maison et qu'on peut regarder tranquillement, on peut essayer, on n'est pas stressé dans le magasin. Voilà, bon, j'ai fait mon pitch, mais nous, on trouve ça assez cool et c'est pour ça que je voulais te faire intervenir pour présenter ça. Et puis peut-être que les gens auront des questions à te poser et évidemment, n'hésitez pas. Oui, bah, bien sûr. Bah, comme tu le disais, en fait, la situation de Little Pop, c'est vraiment de simplifier le shopping éco-responsable pour les parents. L'idée, c'était de dire, trouver de la seconde main, alors on y arrive, ça peut prendre du temps. Trouver des marques engagées, c'est plus difficile d'en trouver que d'aller dans Zara, un H&M, où il y en a partout, dans toutes les villes de province, enfin, dans tous les pays, on trouve ça. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre un marketing éco-responsable, facile et possible. Donc c'est vraiment le concept de dire, comme tu le disais très bien, on remplit tout un questionnaire sur Internet, on dit ce qu'on aime en termes de style, on en propose quelques-uns qu'on peut sélectionner, des couleurs qu'on aime, des couleurs qu'on n'aime pas. On peut préciser aussi si on a des besoins particuliers, parce que l'idée, c'est vraiment pas de pousser à la consommation, mais vraiment de proposer des choses dont les gens ont vraiment besoin. Et on s'adapte aussi au budget. Donc on peut dire tranche budget pour une malle complète. Et nous, en effet, derrière, on va prendre toutes ces informations et puis aller dans notre stock et puis concevoir, vraiment concevoir des tenues complètes dans lesquelles on va Alors, c'est que laisser. pour les enfants, hein, parce que là, on nous pose la question pour enfants et adultes, c'est que pour les enfants de 3 mois à 8 ans. Hein, voilà. À la base, c'était pour les enfants de 2 ans à 8 ans et on a ouvert les tailles bébés à l'automne dernier. Donc voilà. Et en fait, l'idée de Pop, c'était de dire simplifier l'ensemble du vêtement et de créer un cercle vertueux. Ça veut dire qu'on reçoit, comme tu disais, une malle chez toi. Donc c'est bien, c'est facile, c'est plus simple de faire essayer des vêtements à des enfants que d'essayer généralement. Et puis après, bon, on veut tout garder, on ne veut pas tout. On a la de nous envoyer des vêtements que nous, on va acheter. Donc, on les reçoit dans nos locaux, on va les payer. Ce qu'on peut racheter, que c'est encore en bon état, et du coup, dans le circuit, et ce qu'on ne peut pas racheter parce que ça va être usé, ou en tout cas, nous, on ne peut pas le réparer, parce qu'on essaye aussi d'en mettre les vêtements qui peuvent en tout cas remettre en bon état, en état. Et ceux-là, du coup, nous, on va les donner à des associations qui vont soit parce qu'on a travaillé par exemple avec des associations de réfugiés qui, pour le coup, ont des besoins aussi en vêtements pour enfants et peu importe du jour, ils sont bien sûr preneurs. Soit ils vont s'occuper du recyclage, si tant est qu'un vêtement puisse être recyclé derrière. Ok, très clair. Alors, ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. C'est un petit peu assuré, mais moi, j'arrive à comprendre.
Donc, vous nous faites signe si ça bug trop. J'ai quelques questions. Oui, alors d'abord, on nous dit c'est pas forcément bio. Évidemment, c'est vous qui avez défini certains critères. Qu'est-ce que c'est votre charte quelque part? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pour vous relève? C'était un débat qu'on avait déjà un peu eu. Enfin, je t'avais questionné, je me souviens à l'époque là-dessus pour bien comprendre. Mais qu'est-ce qui Ouais. relève pour vous de la mode éthique? C'est-à-dire, dans la box qu'on va recevoir, qu'est-ce qui fait que tu mets un vêtement ou pas à l'intérieur, mis à part quand c'est la seconde main? Ça, on a compris. Ouais. Alors, sur les marques neuves, en fait, on distribue, donc, de se dire que toutes les marques ne peuvent pas forcément être parfaites. Cependant, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas décider, donc notre matière utile. Il faut que ce soit des matières labellisées, comme on parlait l'invité précédemment, par exemple. Et c'est aussi les conditions de travail. Ça veut dire qu'on peut avoir certaines marques qui vont continuer, en fait, une partie de leur production en France ou en Europe, par exemple. Donc là, on a des services qui portent sur les conditions de travail et qui vont avoir encore une partie de production dans d'autres pays. Parce que dans un pays plus éloigné, en fait, il y a un savoir-faire sur le travail, par exemple, qu'ils veulent conserver, ou en tout cas, ils travaillent avec une usine familiale depuis des années là-bas, ils continuent à travailler avec cette usine familiale. Et dans ce cas, ils nous certifient que les conditions de travail sont là où c'est pas parfait, c'est que forcément, du coup, le coût CO2 du vêtement reste plus élevé que ce qui était fabriqué en Europe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire ces marques-là, elles existent et elles ont vocation d'aller toujours plus loin dans leurs engagements. On a envie de les soutenir. On a envie voilà, de montrer qu'elles existent, de les diffuser pour que les gens aient en tête autre chose que tous ces acteurs de la sont beaucoup trop simples d'accès. Que ce soit parce qu'ils sont partout ou en prix. Et c'est là où le fait de tester du neuf et de la seconde main nous répond à cette problématique parce que une tenue complète, quand on a un haut qui est neuf et un petit pantalon de seconde main, la tenue complète, une tenue achetée complètement neuve, etc. Donc voilà. Donc, Ouais, voilà. Alors ça, c'est un point que je veux dire. Pardon, je complète un tout petit peu parce que la connexion est pas top, hein, mais c'est pas ta faute. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu reçois ta box, donc tu as un récap de tout ce que tu as sous la main, de tarifs. Si tu achètes le tout, bon, tu as une réduction. Et ensuite, tu vas pouvoir trouver, je sais pas, moi, dans la dernière, pour mon grand garçon, on a pris, je sais plus, mais je crois qu'il y avait un petit t-shirt à 4 euros, mettons, ou 5 euros en seconde main. Après, on s'est fait effectivement plaisir avec un pantalon qu'on trouvait super beau. Mais voilà, on peut mixer, en effet, une ou deux belles pièces avec de la seconde main. Et puis d'ailleurs, on peut remettre des vêtements qu'on ne veut plus lui mettre, que toi, tu nous rachètes en bande d'achat. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que typiquement, ma chérie a dit, ah tiens, on va essayer de remettre ça, parce qu'on n'a pas eu le temps de les vendre de notre côté, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je suis vraiment désolée si la connexion est pas bonne. Je vois qu'il y a eu des commentaires là-dessus. Alors, moi, je Ah capte mince. bien. Donc, je sais pas si Non, ça mais va. je pense qu'on a quand même compris pas mal de trucs. C'est qu'en même temps, vous êtes en race campagne, si je ne me trompe pas. Vous avez déménagé Oui, il n'y a pas mais on a longtemps. la fibre. On reste D'accord. Bon, campagne, mais mais peut-être qu'elle est en train assez, d'être finalisée. c'est ça. Oui, on a déménagé les locaux il y a assez récemment, il y a un tout petit mois. Donc en effet, on peut voir les poutres des maisons sartoises. Bon, mais là, en tout cas, ça y est, ça marche nickel. Alors, peut-être pour terminer, justement, là, je vois une question. La seconde main, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, la seconde main, donc on la rachète à nos clients directement. Donc, c'est vraiment nos clients qui nous renvoient, qui nous envoient des vêtements qu'on leur achète sous une forme de bon d'achat, ce qui leur permet après de racheter dans des futurs malles, de racheter des vêtements dans les futurs malles grâce à ces bons d'achat. Donc, ça, c'est vraiment l'idée du cercle vertueux et qui se met super bien en place. Comme tu disais, l'entreprise, elle est pas vieille, hein, elle a 1 an et demi. Et c'est quelque chose, du coup, ça fait une petite année qu'on voit que ce cercle-là se met très, très bien en place. Moi, vraiment, le jour où je pourrai distribuer de la seconde main éco-responsable, mais ce sera super. Il s'avère que là, aujourd'hui, on ne peut pas proposer, ou très peu, il y en a, hein, mais c'est quand même pas la majorité des pièces qui proviennent de marques engagées. Donc, l'idée, c'est de dire que de toute façon, un vêtement qui existe, c'est un vêtement qui doit être porté.
tant qu'il est en état de l'être. On ne refuse pas des marques de type Zara, comme je citais tout à l'heure, en seconde main, si elles sont encore en bon état. Ok. Donc, c'est Little Pop. Il y a un C'est ça. site internet si vous voulez vous renseigner. Sache que l'endroit là où tu es pile poil, ça capte carrément mieux. Donc, tu le sauras quand même pour l'avenir, si on en refait un. Alors, réponse à Marianne, oui, on peut avoir de la seconde main qui habille H&M, etc. Effectivement. Après, c'est un choix qui est personnel. On n'est pas obligé de le prendre, ça arrive dans la box. Ouais. Maintenant, ces habits, ils ont été fabriqués, quoi. Donc, en effet, si on se place d'un strict enjeu durable, il faut qu'ils soient portés le plus longtemps possible et qu'on Ouais. évite d'en produire voilà, des Après, nouveaux. on a aussi des clients qui nous disent, parce que, encore une fois, on est sur un service très personnalisé, donc on est vraiment à l'écoute de ce que les gens nous disent. Donc, il y a des gens qui refusent complètement certaines marques, et dans ce cas, on ne leur propose pas. Comme ça. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est très personnalisé. Alors, je vois qu'il y a des propositions de collaboration, etc. En tout cas, il y a des bons retours sur ce concept. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir Merci à accepté toi. de passer nous voir et à très bientôt et longue vie à Little Pop. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Salut, Salut. merci beaucoup. Bon, ben voilà, les amis, un grand merci. Je suis ravi d'avoir passé cette heure avec vous. C'est vraiment trop bien. Dommage de ne pas pouvoir tester sans s'inscrire, mail ou Facebook. Bon, écoutez, je ne sais pas, je vous laisse après voir. Moi, je suis ravi d'avoir ces échanges. Le prochain, je ne sais pas sur quoi on va le faire, comme d'hab. Je jette une bouteille à la mer. Si vous voulez proposer des thèmes, n'hésitez pas, autour de la transition écologique, du quotidien et de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, ils sont une source de motivation qui est évidente. Et puis voilà, petit rappel, allez, petite promo pour finir, mon livre Un bébé pour tout changer avec Mathilde Gola, qui marche super bien et dedans il y a plein de tips et notamment un état des lieux de tous les labels dont on vient de parler. Voilà, merci à Majdoline, merci à Nathalie, merci à vous toutes et tous, un grand merci et je vous tiens au courant sur le prochain. Ah oui, dernier truc, j'ai créé un groupe sur Facebook, ça s'appelle Un bébé pour tout changer, tout simplement. Donc, si vous tapez Un bébé pour tout changer, on se retrouve dans ce groupe. Comme ça, on peut continuer nos discussions et surtout aller plus loin parce que je réfléchis au prochain thème. Je vous embrasse, à bientôt. Merci. Bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos enfants et de tout le monde. Salut. Merci pour le livre. C'est sympa, Sylvia. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Merci. Salut.